Alors, dans quelques secondes, mesdames et messieurs, point de presse de François Legault. Il sera évidemment question, Sébastien, de ce qui se passe dans les CHSLD. On s'était tellement bien préparé dans les centres hospitaliers qu'on a peut-être trop tiré, en tout cas, on a tiré la couverte et on a laissé, dans certains cas, des CHSLD pas assez ou pas suffisamment équipés pour faire face à cette menace, pour séparer les gens qui l'avaient, etc. Oui, l'analyse de Mme Quach était quand même intéressante de dire que puisqu'on a appliqué des mesures rapidement, ça a évité un certain nombre d'hospitalisations probablement, en effet, et que donc, même si on avait mis beaucoup de personnel dans les hôpitaux, il y a par ailleurs eu des failles dans les CHSLD, des employés qui ont été des vecteurs de transmission parce qu'ils se promenaient d'un établissement à l'autre, des mesures sanitaires pas nécessairement bien appliquées dans certains CHSLD, parce qu'il faut bien le préciser, il y en a 6 qui sont dans une situation critique, il y en a beaucoup d'autres, beaucoup plus d'autres qui ont des cas, mais pas nécessairement des situations hors contrôle. Alors en effet, probablement que... En fait, c'est un sujet qui préoccupe, qui inquiète le gouvernement. Il est en mobilisation là-dessus et il en sera certainement question au point de presse de M. Legault. Parce que pour ce qui est de l'augmentation des chiffres à tous les jours, des données, on voit que ça augmente, mais moins rapidement. Le taux d'hospitalisation reste depuis le début, mais je veux dire, depuis 10 jours, on sent nettement que les capacités sont bien supérieures au nombre de cas dans les centres hospitaliers qui ont été désignés pour ça. Aux soins intensifs, c'est la même chose. Donc, zéro crainte, il ne faut jamais dire ça, mais peu de crainte de manquer de respirateurs. Mais il y a la question des masques, pour revenir aux infirmières qui vont voir les gens à la maison, qui sont dans les CHSLD, c'est pas tout à fait réglé parce qu'on ouvre, on a débloqué une quantité impressionnante de masques, mais il y a beaucoup d'infirmières qui jugent qu'elles n'en ont pas assez encore, qu'elles n'en ont pas assez. Pas assez dans les hôpitaux, pas assez dans les CHSLD et pas assez sur un autre front, semble-t-il, qui pourrait s'ouvrir, les soins à domicile. Oui. C'est-à-dire qu'il y a du personnel soignant qui va chez les gens, qui peut être en contact avec la maladie. Je vous rappelle, la maladie peut se transmettre par des personnes qui sont asymptomatiques, donc qui n'ont pas les symptômes. Et donc, il y a encore un décalage, je vous dirais, un certain décalage entre ce que la ministre McCann nous dit et ce qu'on entend venant du terrain parfois. Et Mme McCann, que l'on voit arriver avec le Dr Arruda et François Legault. Je vous souligne, mesdames et messieurs, que, mine de rien, ça va faire demain 1 mois que l'OMS a déclaré qu'il y avait pandémie sur la planète, que la COVID-19 allait se propager partout, dans à peu près tous les pays sur le globe. Donc, des semaines de confinement qui se suivent pour les gens dont le quotidien a été complètement chamboulé depuis 1 mois. Donc, oui, vous avez raison de le souligner, on a au Québec décidé clairement et plus tôt que d'autres de faire une pause dans toutes ou à peu près toutes les activités non essentielles. Oui, et dimanche, au Québec, ça fera 1 mois que les premières mesures ont été adoptées, c'était le 12 mars. Exactement, la pandémie a été déclarée le 11 mars et quelques jours auparavant, il y avait eu, on s'en souvient, un budget du Québec. Donc, comment l'histoire s'est accélérée, le temps s'est accéléré. Je laisse la parole au premier ministre François Legault. Et des services sociaux, Mme Danielle McCann, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le premier ministre, à vous la parole. Bonjour tout le monde. D'abord, le bilan de la journée. On a 25 nouveaux décès, donc un total de 241. Donc, je veux offrir mes condoléances aux familles, aux proches de ces 25 victimes. On a maintenant 11 677 cas confirmés. C'est une augmentation de 765. On a 733 personnes qui sont hospitalisées. C'est une augmentation de 54. Mais quand on regarde les hospitalisations, on a maintenant 186 personnes qui sont aux soins intensifs. Donc, c'est une diminution de 10 par rapport à hier. Donc, ce qu'on voit, c'est que le nombre de personnes hospitalisées et aux soins intensifs se stabilise encore. Ça commence à faire quelques journées de suite. Évidemment, on continue d'avoir des décès, puis on va continuer d'avoir des décès, en particulier dans les CHSLD, parce qu'on a dans les CHSLD des personnes qui sont déjà malades, donc qui sont plus vulnérables lorsqu'elles sont atteintes de COVID-19. Mais je peux vous dire qu'on va tout faire pour
sauver le maximum de personnes dans les CHSLD. D'ailleurs, cet après-midi, Daniel Mécan, avec Marguerite Blais, puis avec le docteur Nguyen, vont annoncer une équipe qui va s'assurer que dans chaque CHSLD, d'abord, on a les bonnes méthodes pour s'occuper des patients, c'est ce qui est le plus important. S'assurer aussi qu'on fasse bien le dépistage, donc les tests autant du côté des patients que du côté du personnel. Et s'assurer aussi que tout le personnel utilise le matériel de protection individuelle quand il s'approche des patients. S'assurer aussi de l'organisation, les zones chaudes, les zones froides. Donc, je pense que vous allez le voir, là, c'est une belle équipe. Et puis, on a des experts comme le docteur Nguyen qui vont nous aider à nous assurer qu'on s'organise le mieux qu'on peut dans chaque CHSLD au Québec. Je veux revenir quand même sur les résultats du jour, des derniers jours. Évidemment, on n'aime pas personne voir des décès, mais quand on compare nos résultats avec les pays en Europe ou avec les États-Unis, on voit que les mesures que les Québécois ont accepté de mettre en place donnent de bons résultats. Donc, on a, toute proportion gardée, moins de décès, moins de personnes hospitalisées. Donc, notre réseau, nos hôpitaux sont plus sous contrôle que dans plusieurs autres endroits dans le monde. Ce qu'on voit aussi, puis on est prudent, c'est qu'on est en train d'atteindre le haut de la vague. Donc, on voit là que les augmentations se stabilisent. Donc, on est en train d'atteindre le haut de la vague. Puis en plus, bien, la vague est moins haute qu'ailleurs, et moins haute même qu'on avait anticipé. Donc, ce sont des bonnes nouvelles. Évidemment, on va continuer de suivre dans les prochains jours les résultats. On va espérer que les résultats, les données continuent d'être bonnes, mais il y a toute raison de croire qu'on est en train d'atteindre là, le fameux pic, le fameux sommet, donc que ça va se stabiliser, puis ensuite redescendre. Puis, je pense qu'on va, en tout cas je l'espère, être capable dans les prochains jours de passer à une nouvelle étape. Et aujourd'hui, je veux vous parler de nous autres, les Québécois. Je veux parler aux Québécois. D'abord, pour qu'on regarde ensemble ce qu'on a fait depuis quelques semaines. D'abord, nos anges gardiens qui ont sauvé des centaines de vies de Québécois et de Québécoises. Puis la beauté de l'affaire, c'est qu'on a sauvé des vies autant chez des personnes qui sont riches que chez des personnes qui sont pauvres. Là. C'est la beauté de notre système public là, qui a un grand avantage de ce côté-là par rapport à ce qu'on voit à certains endroits dans le monde. Mais je pense aussi à nous autres, les Québécois, comme peuple. Tout ce qu'on a fait depuis quelques semaines, tellement vite, les habitudes qu'on a changées au cours des dernières semaines, notre vie a changé depuis quelques semaines. On a fait, bien sûr, des sacrifices économiques importants, mais on a fait ça pour les plus vulnérables. Je pense que ça nous honore comme peuple. On peut être fier de cette décision-là qui a été, en tout cas je l'ai senti, supportée par toute la population. Évidemment, dans les prochaines semaines, on va continuer de se battre et je demeure convaincu qu'on va la gagner, cette bataille-là, ensemble. Parce que les Québécois, là, les 8,5 millions de Québécois, quand on se met ensemble, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Et on sait ça, nous, les Québécois, quand il fait moins 30 au mois de janvier ou quand il y a de la neige au mois d'avril, comme on l'a vu hier, on le sait que le beau temps va arriver. On le sait que le printemps va éventuellement arriver. Et c'est ça que je veux dire aux Québécois. Les beaux jours s'en viennent. Bientôt, encore une fois, si tout se passe comme on le voit depuis quelques jours, on va pouvoir recommencer avec prudence à réouvrir l'économie, à retrouver une vie plus normale. On va le faire d'une façon intelligente
On va le faire en gardant des nouvelles bonnes habitudes qu'on a prises dans les dernières semaines. Tranquillement, le Québec va renaître, un peu comme la nature au printemps. Et le Québec va renaître, mais on ne sera pas tout à fait pareil comme on était avant que ça arrive, cette crise. Et bien honnêtement, moi, je pense qu'on va sortir grandi de cette épreuve. Plus unis, plus forts, et on va pouvoir, dans les prochains mois, les prochaines années, construire un Québec qui est encore plus prospère, qui est encore plus fier. Et ça, c'est peut-être le bon côté de la crise. Donc, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Courage, l'espoir est là, on va y arriver, les beaux jours s'en viennent. Puis je termine en vous souhaitant à tout le monde une belle fin de semaine de Pâques, chacun chez soi. Prenez bien soin de vous. Merci. Merci. Maintenant en anglais. Good afternoon. Bon après-midi. Aujourd'hui, je veux dire quelques mots sur nous, les Québécois. Dans les dernières semaines, nous avons tous changé notre vie pour protéger les plus vulnérables d'entre nous. On peut être fier de ce qu'on a accompli. On fait tout en notre pouvoir. On fait tout en notre pouvoir pour remporter le combat de notre vie, de nos vies. Nous avons encore un chemin difficile devant nous. Mais quand le Québec est uni et nous agissons tous ensemble, rien n'est à notre épreuve. Nous, les Québécois, savons une chose. Dans les difficultés d'hiver, nous savons que le printemps s'en vient. Nous savons que de beaux jours s'en viennent. Dans les prochaines semaines, nous allons graduellement redémarrer notre économie, mais nous le ferons de manière intelligente et nous allons conserver nos bonnes habitudes. Et le Québec va émerger plus fort et plus uni que jamais. Je répète encore une fois, les beaux jours vont revenir. Alors, je souhaite à tout le monde une belle fin de semaine de Pâques. Restez chez vous, s'il vous plaît, et prenez soin de vous. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, Monsieur Arruda. On ne nous entend plus parler des tests depuis peut-être quelques semaines, là. Est-ce qu'on peut avoir une espèce de compte-rendu? Combien de tests on a fait jusqu'à maintenant? Combien on en fait par jour? Est-ce qu'on a changé la stratégie de test? On n'en entend plus parler de votre part. Ça a comme été évacué des statistiques que vous donnez. Je comprends qu'il y en a beaucoup, là. Oui, mais je vais laisser le docteur Arruda compléter, mais quand on se compare, puis à chaque soir, moi, je regarde là, les autres pays, les autres États, on est à peu près à 13 000 tests par million d'habitants. On est, avec l'Allemagne, un des pays, un des États qui a le plus testé jusqu'à présent. On continue à ajouter 3 000, 4 000, 5 000 tests par jour, mais quand on regarde ça au cumulatif, là, par exemple, si on se compare avec l'Ontario, on a plus du double par million d'habitants de tests de fait que l'Ontario. D'ailleurs, vous avez entendu le premier ministre de l'Ontario dire qu'il faut augmenter le nombre de tests. Donc, quand on se compare avec les États-Unis, on a le double, toute proportion gardée, de tests déjà de fait. Puis on continue à le faire. On a changé les priorités, comme je le disais tantôt, entre autres dans les CHSLD. On en fait vraiment une priorité de tester le personnel, tester les résidents, résidentes dans les CHSLD qui sont infectés. Donc, on continue de tester. Je ne sais pas si Dr. Arruda a des chiffres à vous donner. Je n'ai pas des chiffres précis, là, mais je vais vous dire à peu près, on est à 5-6 000 tests et même plus par jour. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que test, ça se continue. Il y a effectivement eu les changements de priorité. Puis, je vais vous dire qu'on va ajouter aussi d'autres types de tests qui sont des PCR plus rapides dès que la technologie
dont on a parlé, là, qui est en train de se mettre en cours. On pourra avoir le résultat dans les 15 prochaines minutes. Et on va ajouter à ça aussi des études de séroprévalence pour vérifier quelle proportion de la population est infectée pour nous aider à mieux planifier ce qui va se passer, notamment cet automne. Fait que notre capacité est là, on est encore, et elle va augmenter de façon significative. Peut-être que vous avez un autre tableau, vous. Oui. Le PM est meilleur que moi. Il y a les tableaux, lui. On est rendu à 106 540 tests négatifs, 11 677 positifs, 2 721 sous investigation. Donc, ça continue à augmenter beaucoup. Là, puis, comme je le disais tantôt, on peut être fier. Puis c'était une des méthodes importantes. Il y a 2 choses importantes pour bien réussir. Tester, puis garder les gens les plus éloignés les uns des autres. Et dans cette même veine, vous avez dit, M. Arruda, que vous allez faire des tests en général dans la population. Est-ce que vous avez déjà des statistiques, parce que vous avez commencé à tester dans les CHSLD de façon générale, est-ce que jusqu'à maintenant, vous êtes capable de dégager un certain pourcentage de la population avec les statistiques que vous avez qui est infectée sans le savoir, les fameux asymptomatiques? Est-ce qu'il est trop tôt? Parce que, si vous me permettez, les échantillons qu'on fait dans les CHSLD, etc., c'est des petits volumes qu'on ne peut pas extrapoler à la population générale. Ce serait trop périlleux. Et il y a une circulation probablement dans ces milieux-là qui est plus grande que celle dans la population générale. Ce n'est vraiment que les études de séroprévalence qui vont pouvoir le faire. Puis il faut accumuler les informations là, en fonction de la caractéristique. Si vous me permettez, je vais quand même passer un message qui est très important. Nos résultats ont donné le courage du premier ministre en faisant cette pause importante a donné des résultats exceptionnels parce qu'on ne s'est pas retrouvé dans une situation où le système de santé a été complètement arrêté. Il ne faut pas penser, par contre, que parce qu'on a gagné cette bataille-là, qu'on ne doit pas faire les choses adéquatement et différemment, comme le dit le premier ministre. C'est-à-dire qu'une ouverture qui serait, mettons, rapide comme on-off, entraînerait que des gens qui n'ont pas été exposés, là, notamment des personnes en haut de 60 ans, deviendraient malades. Puis on pourrait se retrouver avec les mêmes problèmes qu'on aurait voulu prévenir, je dirais, cet hiver. Là. C'est-à-dire revenir avec des courbes. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde, partout dans le monde. Et donc, on doit réouvrir, on doit le faire avec patience, je vous dirais, patience, mais aussi progressivement, parce qu'il n'y a personne qui veut qu'on reste dans cet état-là. Psychologiquement, c'est trop difficile. On est les premiers. On ne veut pas être des dictateurs. Mais on veut éviter qu'on reprenne, je vous dirais, une hausse importante, exponentielle, qu'on a évité au cours des prochaines semaines. Mais je pense que ça, si les Québécois écoutent ce qu'on va leur prescrire, entre guillemets, puis avec des jours meilleurs, avec un regard printanier, si vous me permettez, pour là-dessus, je pense qu'on va le réussir. Mais il faut surtout être prudent de ne pas penser que c'est bar open demain matin par rapport à la distanciation sociale comme telle. Prochaine question, Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour. On comprend aujourd'hui que les transferts de patients vers les CHSLD, ce ne sera plus possible. Combien il y a eu de ces transferts-là depuis le début de la crise et considérez-vous, Monsieur le Premier ministre, que c'était une erreur de procéder à ces transferts? Non, je pense que c'est ce qu'il fallait faire, de prendre les personnes qu'on était capable de transférer dans des CHSLD pour libérer des lits dans les hôpitaux, pour accueillir éventuellement la vague qui viendrait suite à la COVID-19. Il faut comprendre là, que les patients qui ont été transférés des hôpitaux vers les CHSLD, des patients qui étaient capables de recevoir toujours les meilleurs soins autant au CHSLD qu'à l'hôpital. Donc, il n'y a pas personne qui a subi des conséquences négatives de ces transferts. Mais maintenant, on arrête de le faire parce qu'on a on avait libéré jusqu'à 8 000 lits. Là, on est en train de ramener ça plus à 6 7 000 parce qu'on utilise à peu près 700 seulement actuellement. Donc, ce ne sera plus nécessaire là, de continuer à transférer des patients des hôpitaux vers les CHSLD. Mais c'était correct de le faire, puis il n'y a pas personne, en tout cas, moi, je me suis assuré de ça, qui a souffert de ces transferts-là sur la qualité des services qui ont été donnés. Monsieur le ministre, si vous permettez, moi, je veux compléter ce que Monsieur le Premier ministre vient de dire en ajoutant aussi qu'on a aussi transféré des gens dans des ressources intermédiaires et des ressources de type familial. Alors, ça aussi, ça fait partie de milieux de vie pour les personnes âgées, effectivement.
C'est quelque chose qu'on fait régulièrement dans le réseau et il fallait le faire de façon impérative parce qu'effectivement, il fallait être préparé pour le pire scénario. Hein, je pense que c'est la chose responsable à faire en milieu hospitalier. Là, maintenant, évidemment, les choses changent, les choses évoluent et on arrête les transferts de nouvelles personnes en RI, en RTF et dans les CHSLD. Pour le moment, effectivement, c'est cessé. Mais au début et au départ, c'était nécessaire de le faire. J'aimerais ajouter un élément épidémiologique, si vous me permettez. Vous allez voir, partout dans le monde, il y a eu des travailleurs de la santé puis des gens qui ont été infectés. Au début, ici, on a eu un profil associé à des voyages. Mais une chose qu'on avait sous-estimée, puis ça, c'est vrai partout dans le monde, puis ce n'est que récemment qu'on l'a vu, c'est la question des porteurs asymptomatiques et des gens qui n'ont pas de symptômes ou très peu et qui sont contaminés. C'est arrivé dans les CHSLD, mais si ces patients-là étaient restés en milieu hospitalier, je vais vous dire une chose, il n'y aurait pas à avoir des travailleurs de la santé qui auraient été infectés puis qui les auraient rendus malades. Parce que malheureusement, les personnes qui sont en CHSLD sont souvent des gens beaucoup plus malades et donc plus à risque d'avoir des décès. Mais j'aimerais ça qu'on regarde ça dans la perspective de ce qui s'est passé partout dans le monde. Des travailleurs de la santé et cette connaissance-là du fait qu'on peut transmettre la maladie de façon asymptomatique, etc., a pu faire que certains patients ou certaines personnes ont pu contaminer d'autres personnes alors qu'ils n'avaient pas de symptômes. Maintenant, on le sait. On ne le savait pas à une certaine époque. Puis c'était comme ça dans tout le monde. Puis vous allez voir, vous pourrez aller regarder la littérature pour revoir cela. Dans le fond, ça a été un facteur majeur. Puis c'est ça, un des facteurs qui fait que c'est une maladie qui se transmet beaucoup, malheureusement, à cause que, malheureusement, avant même d'avoir des symptômes, puis ça, on ne savait pas ça au début, je ne vous disais pas ça au début, hein? On disait que c'est surtout les gens symptomatiques, mais là, on se rend compte que c'est pas ça. Et c'est des apprentissages, ça démontre la nouveauté du virus qui est apparu quelque part en décembre, janvier. Puis là, on est rendu au mois d'avril, mais on en apprend beaucoup plus. Puis on va en apprendre encore sur ce virus-là. Rapidement, sous question. Oui, Monsieur le Premier ministre, vous comparez beaucoup au niveau des décès avec ce qui se passe en Europe. Lorsqu'on le compare au Canada, il est clair que le taux de décès par 100 000 habitants au Québec est 2 fois supérieur à ce qu'on voit dans le reste du Canada. Qu'est-ce qui explique cette situation? Et comme il y a beaucoup de décès dans les CHSLD, est-ce que les pratiques qui ont eu cours depuis le début de la pandémie peuvent être en partie responsables de la situation? Non, d'abord, si on veut se comparer, il faut se comparer avec des provinces qui ont des grandes villes. Donc, on parle de Toronto, peut-être jusqu'à un certain point, Vancouver. Bon, comme on l'a dit, on était malchanceux d'une certaine façon à cause de la semaine de relâche. C'est qu'on a eu beaucoup de gens qui ont voyagé pendant la semaine de relâche au pire moment. L'Ontario était avec une semaine de relâche 2 semaines plus tard qui a été annulée. Donc, il y a cet effet-là. Il y a le fait aussi que, puis on est en train encore de l'analyser, il y a quand même beaucoup de liens entre Montréal et New York, beaucoup de liens entre Montréal et la France. Et on sait que la France, c'est très difficile, même encore actuellement. Question, Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de Montréal. Vous avez dit, M. Legault, plus tôt cette semaine, si on veut que les travailleurs retournent travailler, que va-t-on faire avec les enfants? Effectivement, les chantiers, vous avez dit que les chantiers devraient reprendre leurs activités sous peu. Ça fait 190 000 travailleurs, l'industrie de la construction. Ça fait beaucoup d'enfants de plus dans les garderies et les services de garde d'urgence, si jamais c'est le cas. Est-ce que le scénario d'un retour en classe le 4 mai, est-ce que c'est sérieux ou si on parle d'une option là, qui pourrait être réalisable à 2 %? C'est plus que sérieux. Même, on n'exclut pas de réouvrir les écoles et les garderies avant le 4 mai. Donc, on regarde actuellement, effectivement, là, puis on va suivre ça. Il n'y a rien de décidé encore. On va suivre les résultats jour par jour. Mais comme on l'a souvent dit, les enfants sont beaucoup moins à risque. Ce qu'il va falloir s'assurer quand on va réouvrir les écoles et les garderies, c'est que les enfants ne passent pas du temps proche de leurs grands-parents. C'est malheureux, puis je sais que les grands-parents, ils aiment ça, voir leurs petits-enfants, mais pendant un certain temps, il va falloir absolument éviter ça. Mais vous le voyez là, dans les résultats, il y a très peu d'enfants là, qui subissent des conséquences graves. Donc, ça va venir éventuellement. Je pense qu'on regarde plusieurs scénarios pour avoir un scénario où il y a une réouverture partielle avec les parents, quand il y a un des 2 parents qui peut retourner travailler ou ceux qui n'ont pas d'enfants jeunes. Et peut-être dans un deuxième temps, bien, une fois les écoles, les garderies ouvertes, de réouvrir davantage l'économie. Mais tout ça, c'est des scénarios. Ce sont des scénarios qu'on regarde. Ce qu'on a besoin, c'est de l'accord de la santé publique.
On suit ça. Là, on a eu 4-5 bons jours de résultats. Bien, là, à chaque matin, je me lève, là, demain matin, dimanche matin, lundi matin. On va regarder si ça se poursuit. Puis, bon, on va prendre la décision qui est la meilleure pour la population. J'aimerais savoir, est-ce que toutes les personnes dont on soupçonne qu'elles puissent être décédées suite à une infection à la COVID-19 sont testées post-mortem et est-ce que ces données-là sont incluses dans les statistiques que vous nous présentez tous les jours? Oui, tout à fait. Il faut comprendre que la très grande majorité des gens qui ont un diagnostic de COVID-19 ont passé un test là, maintenant, vu qu'on a le test de dépistage. C'est arrivé que dans certaines situations, il y a eu des mortalités, puis il y a eu des tests post-mortem. C'est arrivé, là, je ne peux pas vous dire le chiffre exact, mais c'est sûr que ces personnes-là sont comptées dans nos statistiques. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que tout le monde le fait comme ça. Donc, quand on compare nos taux de décès par million d'habitants, on ne sait pas si les autres États ou pays calculent bien tous ceux qui sont décédés de la COVID-19. Et nous avons aussi des fois, par exemple, disons qu'on aurait 2 personnes dans la même maison. Il y en a un qui a fait la maladie, l'autre décède de la maladie, mais l'autre, on n'a pas de test, mais on va le considérer comme étant un cas parce que c'est un contact qu'on appelle un lien épidémiologique. La probabilité que la deuxième personne, même si on n'a pas vérifié avec un test de laboratoire, nous, on le compte comme lien épidémiologique. Ce n'est pas toutes les provinces qui le font comme ça. C'est pour ça que je vous dis que, dans le fond, là, en termes de comparaison, il faut se comparer. On le fait, on regarde ce qui se passe dans les autres pays. Mais quand on fait une comparaison à ce stade-ci, même par rapport à l'Ontario, il va falloir attendre la fin de l'épisode pour être capable de comparer les choses. De la même façon que nous, ça va bien. Si on relâche tout, on pourrait se retrouver comme encore dans un scénario comme New York ou ailleurs. Merci. Maintenant, au tour d'André Martin, TVA Nouvelles. Bonjour à vous trois. On sait que rien ne va plus dans certains CHSLD. Les cas de décès, malheureusement, s'accumulent. Vous en avez nommé 6 hier où la situation est particulièrement critique. Il y a de la détresse chez le personnel de la santé, chez les résidents, chez les familles. Ce matin, l'ancien chef de police de Laval, Mme McCann, vous a interpellé directement pour prendre des mesures nécessaires quand sa femme a contracté la COVID à Sainte-Dorothée. Alors, allez-vous mettre les CHSLD, la Flèche, Sainte-Dorothée, la Salle, bref, là où c'est le plus critique, sous tutelle? Bon, écoutez, moi, d'abord, d'habitude, je ne commente pas là, sur une situation particulière, mais je vais quand même dire que j'ai beaucoup de sympathie pour la personne dont vous parlez et je comprends là, son inquiétude. Je dois vous dire qu'on fait toutes les vérifications par rapport à ces CHSLD là, qui sont en éclosion. On a vraiment un suivi très serré. Et par exemple, pour le CHSLD Laval, on a ajouté du personnel et on fait un suivi avec le PDG de l'établissement. C'est une situation préoccupante. Et effectivement, on lui envoie aussi du renfort comme gestionnaire parce que c'est beaucoup, beaucoup à gérer tout ça. Et on fait la même chose au niveau là, de d'autres CHSLD. Vous prenez en Mauricie, Centre du Québec, à la Flèche, on a l'état de situation, on ajoute beaucoup de personnel. Je vous ai parlé hier d'un renfort là, de 1000 personnes là, qui arrivent. Alors, on en ajoute beaucoup aussi à la Flèche. Et il y a une stabilisation de l'équipe qui va arriver aussi en fin de semaine. Alors, tous les efforts sont déployés. On en a également 5 à Montréal. Et là aussi, on fait un suivi très serré pour Montréal, notamment au niveau du sud de Montréal, où on a 3 CHSLD, où il y a une éclosion. Et on fait un suivi avec l'établissement et on envoie du renfort non seulement en personnel, mais aussi au niveau de la gestion, parce que c'est vraiment très exigeant comme gestion. Et on a 3 RPA, une dans Chaudière-Appalaches, une dans la Naudière et une en Gaspésie, où la situation est sous contrôle. Et là, je vais en profiter pour vous dire que nos établissements voient à ces situations et prennent toutes les mesures dont on a parlé, les mesures de protection, les équipements, le dépistage, l'ajout de personnel pour soutenir les équipes, mais doivent également apporter leur soutien à des résidences pour personnes âgées autonomes dans leur secteur. Et c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, il y a certaines résidences où, malheureusement, le personnel a été touché
Et il y a eu des contacts et il restait presque plus de personnel. Et c'est l'établissement, le CIS ou le CIUS, qui a apporté son aide et qui a pris en charge cet établissement. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on fait un suivi très, très serré de ces situations. Et pour Laval, comme vous le savez, notre directeur national de santé publique vous a dit qu'il y aurait une enquête épidémiologique. On veut évidemment savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je veux juste ajouter, là, juste pour vous montrer un peu comment ça se passe. Moi, je reçois là, à chaque matin la liste de tous les CHSLD et les RPA, puis ils sont en ordre de combien de cas confirmés. Donc, on commence par ceux qui ont plus de cas confirmés de la COVID-19. Et moi, je pose la question à l'équipe de la santé, est-ce que le patron ou la patronne de ce CHSLD-là est compétent ou compétente? Est-ce qu'il y a assez de personnel dans ce CHSLD-là? Puis là, je fais ça, pour les 20 pires ou les 20 où il y a le plus de cas. Donc, il y a vraiment un suivi individuel qui est fait pour s'assurer qu'on a les bonnes personnes, assez de personnes, des personnes compétentes pour diriger. Question? Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose? Bien sûr. Parce que je veux vous dire là, que, juste vous mentionner, en CHSLD public et privé, on a 40 000 résidents au Québec. On a 1054 cas confirmés. Pour les RPA, on a 131 000 résidents. On a 291 cas confirmés. Et pour 39 000 résidents en ressources intermédiaires et RTF, on a 122 cas confirmés. Simplement pour vous donner une information là, qui met les choses en perspective, chaque cas est important et chaque situation, chaque milieu, on fait un suivi très serré. Madame Martin? Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on entende ou qu'on lise des témoignages bouleversants de la part des familles qui ne sont pas capables d'avoir de nouvelles de leurs proches qui sont à l'intérieur des résidences ou des CHSLD. Ce sont vraiment des situations crève-cœur pour plusieurs. Et pour les personnes qui sont à l'intérieur aussi, qui ne voient pas leurs proches, plusieurs personnes vous demandent d'instaurer ne serait-ce que des employés préposés aux communications. Est-ce que vous planchez là-dessus concrètement? C'est fondamental. Hein? Il faut que ça soit fait maintenant. On comprend que les équipes sont débordées, mais on a des offres. On a même des médecins spécialistes qui sont prêts à venir donner du renfort à court terme, là, maintenant, parce qu'on sait que nos médecins spécialistes, hein, parce qu'on a délesté beaucoup d'activités dans les hôpitaux. Mais moi, j'ai eu plusieurs conversations avec la présidente de la Fédération des médecins spécialistes. Et un médecin spécialiste, c'est aussi un médecin à la base. Et ils offrent vraiment de venir apporter leur aide et c'est en train de s'organiser là, pour vraiment entrer en contact avec les familles. On a 450 médecins de famille qui travaillent déjà là et eux aussi vont être impliqués dans les communications avec les familles. Alors moi, je peux rassurer les familles et la population que ça, c'est une grande priorité, la communication, étant donné la situation très particulière que nous vivons. Et ça, il faut que ça soit réglé maintenant. Merci. Au tour d'Isabelle Porter, Le Devoir. Oui, bonjour. Ma question pour M. Legault. Vous avez dit qu'on allait bâtir un Québec encore plus prospère. Il y a un comité ministériel qui est en train de penser à la restructuration de l'économie. Je voudrais savoir qu'est-ce qui va arriver du plan de lutte contre les changements climatiques qui devait être déposé pas mal maintenant. Est-ce que l'environnement va avoir une place et laquelle dans ce nouveau Québec? Bien, écoutez, la responsabilité du gouvernement dans une récession, c'est d'en faire plus que moins. Donc, que ce soit en environnement, que ce soit toutes les infrastructures routières, que ce soit le transport en commun, les hôpitaux, c'est le temps d'accélérer. D'ailleurs, je manque jamais une occasion, comme hier, quand j'ai ma rencontre téléphonique avec Justin Trudeau, de dire qu'on aimerait ça avoir l'aide du gouvernement fédéral pour augmenter les infrastructures. Donc, par exemple, en environnement, les projets qui sont prévus de transport en commun, s'il y a une chose, c'est qu'on va les accélérer. J'ai déjà parlé avec Régis Labaume, entre autres, de ça. Là, je voudrais qu'on soit plus prêt à accélérer. Donc, il n'est pas question de retarder quoi que ce soit. Sinon, j'aurais une question pour Mme Mécan. Concernant l'aide des médecins spécialistes, je crois comprendre qu'il y a de nombreux médecins spécialistes qui n'ont pas été payés depuis plusieurs semaines parce que leur situation, leur rôle a changé. Quand est-ce que ça va être corrigé? Puis, combien on va payer des médecins spécialistes qui seraient appelés à faire des tâches plus cléricales dans des CHSLD?
Bien, écoutez, d'abord, on a une entente avec les médecins spécialistes là, qui devrait être ratifiée là, à très, très court terme dans le cadre de la COVID-19. Alors, c'est cette entente là, qui va prévaloir. Et on ne parle pas de tâches cléricales, là, on parle de tâches médicales. Parce que quand on communique avec la famille sur l'état de situation de santé du résident, c'est une tâche médicale. Alors ça, c'est prévu dans l'entente avec les médecins spécialistes. Prochaine question, Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Mardi, avec les spécialistes de l'Institut, on nous a parlé d'un pic, d'un sommet vers le 18. Depuis ce temps-là, on parle beaucoup de rouvrir. Même aujourd'hui, vous dites on est au pic ou presque. Est-ce que vous ne craignez pas d'envoyer un message contradictoire et peut-être payer pour ça dans les prochains jours, prochaines semaines auprès des gens? Non, ce que j'essaie de faire, c'est d'envoyer un message d'espoir, de dire on commence à voir la lumière au bout du tunnel. On est à la veille, on l'espère, là, puis c'est ce que les chiffres nous disent depuis quelques jours, d'atteindre le sommet, puis enfin redescendre. Donc, les gens, je sais qu'entre autres, les entrepreneurs, les parents qui ont des enfants un peu turbulents, etc., je veux leur donner de l'espoir. Mais en même temps, on va être prudent. Donc, on va suivre les résultats pour être bien sûr qu'on est au sommet puis qu'on ne relance pas les choses. Mais en même temps, je pense qu'il faut donner un peu d'espoir à la population aussi. Si vous me permettez, je vais ajouter le fait que les équipes de santé publique ne vont pas relâcher leurs interventions. Autour de chacun des cas et des contacts, on va faire des interventions comme telles. Et cette surveillance-là, puis à la fois de la séro... Parce que dans les faits aussi, il faut comprendre que, par exemple, les jeunes qui pourraient attraper la maladie avec presque pas de symptômes, etc., c'est comme si on les vaccinait. C'est la vaccination naturelle qui va s'installer. Et c'est important dans la société qu'il y ait une certaine partie de la population qui soit vaccinée. Il y a des pays qui ont décidé de laisser ça aller au début là, comme tel. Nous, on n'a pas voulu ça parce qu'on avait peur qu'on ait des impacts au niveau du milieu des soins, pas se retrouver comme l'Italie ou d'autres pays. Et donc, c'est ça qu'il faut être capable de maintenant faire l'équilibre. Une réouverture, on ouvre le robinet progressivement, on mesure, on ouvre le robinet, on mesure, on voit ce qui se passe, puis à ce moment-là, on va revenir vers la normale. Parce que c'est sûr que ce sera intenable. Vous savez, là, moi, je m'ennuie énormément de ne pas voir personne de ma famille, et je peux comprendre les parents, les grands-parents, puis c'est difficile. J'ai des collègues même qui m'interpellent en disant qu'on va permettre aux gens de sortir, de faire des choses, mais cette distanciation sociale-là, les rassemblements, il va falloir encore éviter ça un petit bout de temps. Puis on va mesurer ça en mesure, puis nos conseils vont être en fonction de ça. Si on se rend compte qu'une ouverture crée trop de problèmes, ou que des gens ne sont pas compliants du tout, moi, je pense que je vais faire confiance au Québec. On ne va pas contraindre encore trop longtemps, mais s'il y a des gens qui, par contraignage, parce qu'ils ne respectent pas, viennent faire qu'on va avoir un surpassement de nos capacités aux soins intensifs ou ailleurs, on ne veut pas vivre ça au Québec, de choisir entre deux personnes. L'autre question, c'était sur qu'est-ce que vous dites aux gens de 70 ans et plus qui ont entendu ce que vous avez dit hier puis qui ont été ébranlés clairement par ça? Bien, je comprends. Puis effectivement, c'est comme si c'était pas juste. Là. On dit les personnes plus âgées, qui ont 70 ans et plus, c'est les personnes souvent qui sont les plus seules. Puis là, on est obligé de dire, bien, étant donné que ce sont les personnes les plus vulnérables, bien, il va falloir se tenir à 2 mètres de ces personnes-là, peut-être plus longtemps que les plus jeunes. C'est la réalité. Je trouve ça effectivement très dur. Mais c'est pour essayer de les protéger. Parce qu'on le voit là, dans les décès, c'est pas pour le fun qu'on fait ça, là, c'est sérieux, puis il peut y avoir des conséquences graves pour les personnes de 70 ans et plus. Donc, je trouve ça dur, mais en même temps, c'est le meilleur choix qu'on puisse pas faire si on veut les garder longtemps. Vous me permettez encore? Plus les gens vont respecter les consignes, par exemple, plus les gens vont pouvoir aller se promener, mais toujours à 2 mètres de distance. Il ne faut pas que les gens aillent se rencontrer à la maison de quelqu'un. Là. Plus ça va se faire, plus on va être en mesure de réouvrir puis de laisser aller. Parce que votre comportement peut ne pas vous nuire à vous, mais peut nuire à quelqu'un d'autre. Prochaine question, Alex Boissonneau, Radio-Canada. Bonjour. On a l'impression qu'il y a un décalage entre ce que vous dites, et la question s'adresse peut-être à vous, M. Legault, entre ce que vous dites et ce que M. Trudeau dit. M. Trudeau disait, lui, qu'on voulait commencer à retrouver une vie normale seulement quand il y aura un vaccin. On parlait d'1 an, 1 an et demi. Encore ce matin, il parle peut-être d'une reprise partielle au niveau des activités économiques cet été.
Alors que vous, là, on vous entend parler des prochains jours. On dit, vous évoquiez mercredi le fait qu'on pourrait recommencer à travailler dans le secteur résidentiel dans les prochains jours, prochaines semaines. Comment vous... puis il y a l'Organisation mondiale de la santé aussi qui dit qu'il faut être très prudent lorsqu'on parle du déconfinement, qu'il y a même un gros risque là-dedans, et là, on pense à rouvrir les écoles avant le 4 mai. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage-là, peut-être avec le gouvernement fédéral? Est-ce que M. Trudeau est plus en phase avec la santé publique, plus prudent, et vous peut-être plus en phase avec la réalité économique? Non, je pense pas. En tout cas, moi, de mon côté, j'essaie d'avoir un équilibre entre la santé puis l'économie. La situation est différente d'une province à l'autre aussi. Faut faire attention. Là, on a eu comme un appel conférence, on a un à tous les jeudis soirs, là, de 5 à 7. Et on voit qu'il y a des provinces peut-être qui n'ont pas encore beaucoup de cas, mais qui n'excluent pas d'en avoir peut-être dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, M. Trudeau essaie de regarder l'ensemble. Nous, on regarde notre réalité. Et puis aussi, faut être prudent. Il y a l'économie, il y a les écoles, il y a les personnes plus jeunes, il y a les personnes plus vieilles. Donc, c'est ça, là. Chacun a sa stratégie. Puis d'ailleurs, ça a été unanime. Là. Les provinces ne souhaitent pas que le gouvernement fédéral utilise les mesures d'urgence pour imposer des choix qui seraient les mêmes dans toutes les provinces. Je pense que ça va être à chaque province à regarder sa situation, puis à évaluer qu'est-ce qui est le mieux pour la population. Puis j'ai quand même senti aujourd'hui, j'ai lu un peu ce que M. Trudeau disait. Là, j'ai vu le mot quelques semaines à certains endroits. Donc, c'est ça. Il faut doser tout ça. J'aurais aimé ça peut-être entendre M. Arruda, Dr Arruda, sur cette rouverture progressive-là et peut-être la rouverture des écoles avant le 4 mai, parce qu'on parlait de la difficulté, entre autres, d'appliquer la distanciation sociale. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, vous, de décloisonner de cette façon-là? Mais moi, je pense que la société revienne, puis ça va être bien important aussi que les parents comprennent là, qu'est-ce qu'on fait. Comme on le dit, l'épidémiologie fait que les jeunes enfants ne sont pas malades de façon... Il y a toujours des exceptions possibles, mais très excessivement rares. Donc, il faut aussi avoir cet équilibre-là, si vous me permettez. Oups, j'ai perdu le foulard. Il faut aussi avoir cet équilibre-là, à mon avis, en permettre d'immuniser une partie de la population pour permettre d'éviter... Parce que plus les enfants vont être, à mon avis, immunisés par la maladie naturelle, moins ils vont devenir des vecteurs actifs auprès des personnes plus âgées. Fait qu'il y a quand même un équilibre à faire. Puis comme je vous le dis, on est très en phase, en tout cas, jusqu'à maintenant, avec le gouvernement et nos conseils sont pris en considération. Je pense qu'il faut comprendre aussi quand l'OMS, puis les gens très loin, donnent des recommandations, ils font en fonction des éléments généraux. Parce que si je pouvais me fier sur tous les Québécois de 70 ans et moins qui n'auraient aucun contact avec d'autres personnes, puis qui, je ne sais pas, comprenez, puis qui se promèneraient dans la rue à 2 mètres de distance, là, on ne ferait pas des mesures contraignantes comme on a fait. Si on les a faites, c'est que les gens s'enfuyaient puis allaient se retrouver à quelques endroits. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment faire une analyse qui est effectivement associée à nos données, puis nos effets. Parce que la population québécoise va-t-elle se comporter comme celle de l'Ontario? Je ne sais pas. Ou celle de la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique, c'est les Chinois qui les ont infectés. Puis la Chine a fermé ses frontières, donc ils n'ont pas été bombardés. Nous, on a été bombardés par d'autres. Ça, les gens, il faut que vous compreniez. Quand on compare ça, puis quand on va faire les analyses plus tard, on va les regarder, les mouvements de population. C'est quoi la proportion de voyageurs de France qui sont venus chez nous pendant la période critique, etc. Fait que je vous dirais que cette ouverture-là de robinet, c'est pas une switch on-off, comme je disais. On a fait off avec la pause temporaire. On a un gradateur. On va rouvrir, on va mesurer, on va rouvrir et mesurer. Puis c'est important qu'une société fonctionne aussi quelque part. Sinon, augmentation de la violence, enfants battus. Tout ça, là, c'est associé à des éléments de confinement. Puis je peux vous dire, là, à un moment donné, on finit par devenir fou si on est toujours enfermé comme tel. Ça, je pense qu'il faut prendre en compte aussi la réponse de la société. L'autre chose qu'il faut regarder aussi, c'est que les provinces n'ont pas toutes pris les mêmes mesures. Par exemple, il y a des provinces qui n'ont pas fermé toute la construction, qui n'ont pas fermé toutes les compagnies manufacturières, qui n'ont pas fermé toutes les mines. Donc, nous, on était assez raides, même, je dirais, probablement la province qui en a fait le plus rapidement. Mais il y a des endroits où ça n'a pas été fermé, ces secteurs-là. Donc, c'est certain que nous, on est à l'étape de les réouvrir. Eux autres sont déjà réouverts. Patrice? Oui. Je trouve ça important. On a changé aussi la façon dont on va travailler.
Hier, je suis allé dans un petit dépanneur en arrière de chez moi, là, en gardant la distance, etc. Il y avait un plexiglas, chose qui n'avait jamais été. On le recommande depuis des années pour les préventions des infections. Donc, on va avoir aussi transformé la façon dont on va faire. Il va probablement y avoir moins de grippe et de rhume les saisons prochaines. Les gens vont faire attention de ne pas les voir grand-maman, grand-papa quand ils ont peut-être le rhume puis la grippe. C'est des choses qui vont faire que notre société va avoir appris dans l'adversité, mais il faut aussi, à un moment donné, sortir de cette phase d'adversité trop forte. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Il y a des informations qu'on a eues qui disent qu'il y a un arrêté ministériel en préparation pour forcer les travailleurs de l'éducation à aller travailler dans le domaine de la santé, qui seraient réquisitionnés, par exemple, des professeurs en sciences infirmières, des concierges, des ouvriers. D'abord, est-ce que vous confirmez cette information-là et qu'est-ce qui arriverait dans le cas où ça serait mis en place pour les personnes qui refuseraient, par exemple, d'être réquisitionnées pour aller travailler dans le domaine de la santé? Alors oui, effectivement, on est en train de discuter avec l'éducation et mettre en place des modalités justement pour qu'on ait la contribution de gens de l'éducation, par exemple, des professeurs au niveau des commissions scolaires et aussi des cégeps pour venir nous aider, par exemple, en sciences infirmières. Il y en a quand même un certain nombre. Et moi, je peux vous dire qu'il y a eu un lien, de toute évidence, avec les syndicats. Et la réponse, c'est que je pense que les gens réalisent le sérieux de la situation, comment on a besoin. D'ailleurs, une partie de ces gens-là sont déjà avec nous dans le réseau, à travailler dans le réseau. Alors, on va aller chercher les autres. Et je pense qu'on a une réponse bonne et que ces gens-là vont vraiment beaucoup nous épauler. Je fais référence d'ailleurs, plusieurs l'ont vu, le président de l'Association des inhalothérapeutes qui disait aujourd'hui, ben moi, je sors de mon bureau et je m'en viens aider dans le réseau. C'est un peu ça qu'on fait, là. On demande aux gens là, qui ont des fonctions importantes, l'enseignement, on le sait, puis on ne veut pas mettre en péril non plus la graduation là, des gens, puis le parcours académique, c'est très important. Mais il y a des gens là-dedans, à notre avis, qui vont faire une contribution vraiment très appréciée dans nos CHSLD. Alors, c'est vraiment pour ces gens-là, pour les CHSLD qu'on a fait cette demande parce que dans notre réseau, on met à profit tout le monde qu'on peut mettre à profit. On a redéployé des gens du secteur hospitalier, par exemple, mais on doit dire qu'il y a quand même pas mal de monde, par exemple, des femmes enceintes, on en a 3000 qui ne peuvent pas être sur le terrain, des gens qui ont 70 ans et plus, également des gens, des travailleurs qui ont été touchés par la COVID-19 et les contacts. Alors, tout ça et des nouvelles activités, les cliniques d'évaluation, là, hein, sur le terrain, le 811, on a eu des ajouts d'activités. Et aussi, quand on traite la COVID-19 en milieu hospitalier, ça prend plus de temps, ça prend plus de monde. Parce qu'il faut se protéger, il y a un ensemble d'éléments ou d'étapes qu'on doit faire qu'on ne faisait pas autant avant. C'était pas nécessaire. Alors, c'est pour ça qu'on est content qui viennent nous prêter main forte, puis on les salue d'ailleurs. Je pense que ça va faire une grande différence. Merci. Monsieur Legault, j'aimerais vous entendre maintenant à propos des chiffres du chômage qu'on a entendus hier. Je sais que vous êtes comptable, vous êtes un passionné d'économie, votre gouvernement est censé être un gouvernement de l'économie. Maintenant, quelle lecture vous faites de la situation, lecture macroéconomique, lecture fine? D'abord, les chiffres qui ont été sortis hier, ce que je comprends, c'est que ce sont les chiffres qui sont basés sur la situation de la 3e semaine du mois précédent, donc la 3e semaine du mois de mars. Donc, effectivement, l'ampleur du chômage est beaucoup plus élevée que ce qu'il y avait dans les chiffres hier. On est en train, justement, de faire l'évaluation secteur par secteur de combien d'emplois ont disparu depuis le début de la crise pour, justement, se donner un plan pour réouvrir éventuellement les différents secteurs. Mais c'est certain là, que le taux de chômage est beaucoup plus élevé actuellement que ce qu'on a vu dans les chiffres qui sont sortis hier.